Du coup, je répète la famille avant qu'il arrive, n'hésitez pas à partager le live un maximum et n'hésitez pas à tapoter sur votre écran. Ça va faire monter un maximum pour arriver dans les pour-toi de TikTok. Donc n'hésitez pas, tapoter et partager un maximum. Le patron, il est là. Et Salut. là, c'est impeccable, c'est bon. On t'entend, parfait. Comment Vous ça va? m'entendez parfaitement? Ouais, super, et vous les gars? Bah, Impeccable, on est là, tout va nickel. bien? Bon, écoutez, alors, écoutez, bah, génial. Bah ouais, on a bien bossé là. Sur Petit Poney, là, on est en train de faire des chansons, Ah ça bah. va être assez marrant, vous allez voir. Ah, des petits remix. Ouais, ouais, ça risque d'être assez drôle. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, ce qui est assez intéressant avec l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un outil extraordinaire. En fait, tout seul, elle peut pas faire grand-chose, l'intelligence artificielle, mais ça, c'est un outil extraordinaire, en fait. Bah, bien utilisé, c'est Ouais. magnifique. Et C'est magnifique. ben, du coup, en plus, bah, on avait plusieurs sujets pour ce soir. Et ben, partons sur l'intelligence artificielle, puisque bah, on va Ok. parler de ton projet de film pour le coup. Ouais. Exactement, Donc, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur tout ça, sur le projet du film? Alors, le projet oh, c'est une histoire de fou, en fait. Les choses bougent énormément en ce moment, mais je me suis mis à l'IA, enfin à l'image, et ça offre des possibilités extraordinaires, en fait. Je vais pouvoir réaliser un film avec des images de l'IA, puis des voix humaines, mais ce qui est extraordinaire, c'est on peut produire aujourd'hui un film à moindre coût. Enfin, ça, c'est énormément de temps et de travail, mais on peut avoir des décors extraordinaires, des costumes, des situations qu'on pourrait pas faire. Je peux me retrouver bah, sur la Lune, et c'est un peu l'idée. Alors, ce film, c'est un Africain sur la Lune. C'est une histoire pour enfants, mais bon. Est-ce qu'un Américain sur la Lune, c'est pas aussi une histoire pour enfants? Je sais pas. En tout cas, ça va être intéressant, quoi. Et dans le casting, ben, je peux utiliser et mettre en scène tout un tas de personnes. C'est ça qui est génial. On aura, bah, je peux pas, mais bon, là, on aura plein de gens, en fait, extrêmement connus et qui vont jouer des rôles dans la forêt équatoriale africaine. Et alors il y aura des blancs, hein, l'ambassade de France qui se déplace dans le centre spatial de Yaoundé. Et puis il y a une polémique puisqu'évidemment dans le film c'est est-ce que vraiment ils y sont vraiment allés sur la Lune? Il y a des gens qui disent que c'est pas possible, alors qu'ils montrent que sur les images le drapeau camerounais il flotte. Enfin bon. Et donc voilà, les Camerounais essayent de donner des explications, mais bon autant de dire que c'est sujet à rigolade quoi. Non, on va bien rigoler. Et du coup, là, justement, en parlant de l'IA, comment est-ce que l'IA a pu t'aider justement à l'écriture, au visuel? Alors non, l'écriture, je pense qu'il faut pas. L'IA ne raconte pas réellement d'histoire. L'IA corrige les fautes. L'IA peut donner des idées de structure, de plan sur ton scénario. L'IA peut vraiment t'aider. Mais par contre, l'IA ne, il lui manque quelque chose encore. En tout cas, dans l'humour, c'est pas joué quoi. L'IA peut pas être drôle parce que l'IA est trop Ça reste un ordinateur, ouais. académique, quoi. Je pense elle récite. Peut-être qu'un jour, elle réussira à s'inspirer des différents styles et à proposer des visions, des points de vue qui vont être plus de la dérision, qui vont être dans le... Peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire. Je ne pense qu'on ne peut plus travailler sans, parce que bah, simplement, ça accélère ton travail, quoi. Ça n'a plus du tout c'est plus du tout le même rythme, quoi. Quand tu demandes à l'IA bah, de te corriger tes fautes, tes syntaxes, ben voilà, t'es plus obligé de passer du temps en relecture. Voilà, c'est vachement bien. Et du coup, tout ce qui est bah, par rapport à l'IA, est-ce que d'après toi, ça pourrait libérer les artistes ou plutôt les enfermer, d'après toi? Moi, je pense que l'IA, non, c'est vraiment un outil. C'est un outil exceptionnel, extraordinaire, indispensable aujourd'hui, et qui va ouvrir un nouveau cinéma. Je pense que je fais partie des premiers à me lancer dans la comédie avec l'IA. C'est-à-dire qu'on va avoir un film avec des images spectaculaires au-dessus de la forêt équatoriale, dans l'espace, parce que l'Africain sur la Lune, c'est un Africain qui arrive sur la Lune. Ben ça, ce sont des moyens techniques que je n'aurais jamais pu avoir. Enfin si, mais à Hollywood, quoi.
Là, on peut tout faire, quoi. C'est absolument extraordinaire. Donc, il faut pas. Ça ouvre pour quelqu'un qui sait raconter des histoires ou qui a envie de raconter des histoires. Eh bien, ça lui donne des moyens extraordinaires. Je pense que le cinéma traditionnel va changer dans très peu de temps, quoi. Et justement, par rapport à l'IA, encore une fois, jusqu'à où peut-on aller sans perdre le côté humain? Ouais. Alors, il y a une crainte, toujours une crainte, mais tu sais, c'était la même crainte avec Internet, en fait. C'était la même crainte. Bon, il y a une crainte de l'évolution technologique. C'est clair que l'intelligence artificielle, elle a des aspects négatifs. Il y a aujourd'hui des armes autonomes dans l'armée, des drones autonomes, des reconnaissances faciales. L'IA décide ou non de tirer. C'est vrai que ça peut faire peur, tout ça. Mais là, on voit d'ailleurs l'affiche du film un Africain sur la Lune, un film entièrement réalisé avec des images IA, mais avec des voix humaines. Donc ce film, il va sortir le 25 décembre. On peut déjà le précommander, ça nous aide à produire en fait. Et donc n'hésitez pas à le faire, c'est sur la Diodosphère. Mais c'est une aventure extraordinaire. Et quand tu dis perdre le côté humain, bien sûr que de toute façon, les choses vont évoluer, c'est une évidence. Il y aura un aspect négatif et un aspect positif, comme à chaque fois. Et l'aspect positif, il est vraiment spectaculaire. Vous voyez cette petite moto sur la Lune, là? Ouais. Elle va rouler, le drapeau, il va flotter, la Lune, elle peut décoller, la fusée, elle peut décoller en direction de la Terre. Bon, ben ça, jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier, jusqu'à avant l'IA, ben ça demandait des moyens techniques extrêmement importants. C'est vrai. Ouais, ça pouvait prendre quelques années avant de pouvoir mettre Oui, ça. le dos, alors je vois des messages, excusez-moi, je vous coupe. Bien sûr, Le bien dos sûr. argenté arrive, il y a des messages de Martinique aussi. Madinina, nous là, hein, Neg Doubout, comme on dit. Euh, c'est quoi, du coup, le pitch du film? Je sais pas si tu peux un petit Ouais. peu raconter. Alors, j'en ai un petit peu parlé, mais bon, c'est une aventure extraordinaire, en fait. C'est, à un moment donné, le chef d'État du Cameroun, de l'époque, on est en 1969, donc il dit, bon, je ne peux pas vous garantir, je ne peux pas donner à manger à tout le monde, mais je vous promets la lune. Ça, je vais faire ça. Et donc, il s'engage à un moment donné où c'est la course, évidemment, la course à la Lune hein, entre les Russes et les Américains. Et là, on a un Camerounais qui a décidé d'aller sur la Lune un mois avant, donc en juin 1969. Donc, il y met les moyens. Et il y a une équipe. Et dans cette équipe, donc je fais partie de cette équipe, donc de la NASA camerounaise. Mais enfin bon, c'est en brousse avec des cabanes en bois et des vieux ordinateurs. Enfin, bon, donc, la fusée, vous la voyez sur l'affiche, elle est en bois. Et, donc nous, on n'a pas de Jeep lunaire, mais on a une moto chinoise. Et puis on a une tente. Et voilà. Alors des gens vont dire dans le film, c'est un petit peu le pitch du film, c'est-à-dire on raconte comment cette aventure s'est mise en place. Et puis ensuite, il y a une polémique, c'est mais non, en fait, c'est du flan, c'est politique, ils n'y sont jamais allés. Et donc, il y a tous les témoins tous les gens qui étaient les acteurs de cette aventure lunaire camerounaise, ben, qui vont essayer de se justifier. Certains vont dire, bon, effectivement, il y a des zones d'ombre, tout ça. Mais c'est l'occasion de rire et puis surtout de mettre en scène des personnages incroyables. Enfin, c'est vraiment très amusant à faire, en tout cas. Ah ouais, j'imagine bien. Et du coup, je crois qu'il y a déjà en place une petite bande-annonce, si je dis pas de bêtises, je crois. Ouais. Il y a une petite bande-annonce qu'on a mis au départ. Alors, on était en train de maîtriser l'outil IA parce qu'il y a plusieurs, évidemment, plusieurs applications. Enfin, on apprend en fabriquant, hein, C'est mais ça. le résultat est génial. Enfin bon, et donc entre la bande-annonce et puis ce qui se passe aujourd'hui, on a encore vraiment bien progressé, mais ça demande beaucoup de temps. C'est ça. C'est l'IA pour l'instant, on est à ses débuts.
Et donc c'est un petit peu entre un film d'animation, un Pixar et la réalité. Mais c'est passionnant. Il y a quelqu'un qui demandait, du coup, qui avait une question. L'IA se base sur quelle intelligence pour ses infos? Alors bon, moi sur le plan technique, je suis pas très très Ouais. performant. Ce que je vois, c'est effectivement le progrès en très peu de temps, c'est-à-dire en l'espace de 15 jours déjà ça évolue, surtout au niveau de l'image en mouvement. Et puis tout le monde propose l'IA maintenant. Je pense que dans la mise à jour des iPhones, il y a une IA intégrée. Enfin bon, c'est partout en fait. Et donc qui est derrière l'IA? Comment ça se passe? Au départ, lorsque je demandais à une IA de m'écrire une histoire à la façon de Dieudonné, elle refusait en disant que Même l'IA, tu vois. Non, mais ouais, le sens. euh, l'IA me disait que bon, c'était pas possible, on était hors cadre. On était donc mais ça a évolué puisque je peux aujourd'hui récupérer mon image sur l'IA, jouer avec la transformer et puis faire tout un tas de choses. Ce qui est passionnant pour un mec comme moi qui écrit des histoires depuis toujours. J'ai fait que ce métier. Ben là, j'ai un outil que je n'avais pas. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui pour faire mes affiches, on peut aller très très vite. Comme j'ai des interdictions, des arrêtés préfectoraux, réécrire un spectacle, c'est maintenant, c'est de ça. J'ai toujours eu des spectacles en réserve, mais pour tout ce qui est la communication qui va autour d'un spectacle, en une journée, c'est fait. Alors qu'avant, il fallait des mois, quoi. C'est ça. J'ai pu voir là, il y avait un commentaire qui est passé par rapport justement à la bande-annonce. Est-ce qu'elle est disponible sur YouTube? Alors, je ne pense pas qu'elle soit disponible sur. Non, mais je pense que ça va se mettre en place. Oui, ça serait bien qu'on puisse. Ça s'est un peu calmé, puis finalement YouTube a banni notre dernière. Euh, Du dernier compte, oui. Ouais, le dernier compte Dieudo officiel, ce qui est étrange, puisque ce compte, en fait, il rassemblait uniquement des sketchs qui étaient déjà sur YouTube. Et bon, alors il semblerait qu'il y ait une personne, je crois que c'est chez YouTube France, qui met encore un peu hostile. Mais bon, voilà, c'est des petits résidus, on va dire, d'une période sombre. Mais voilà, c'est en train de ça va, c'est en train de se mettre en place. D'ailleurs, Et je vous l'apprends, les gars. Demain, je suis chez Berkoff. Alors c'est amusant. Ah, Ouais, c'est amusant parce que c'est un petit peu une personne. Moi, j'ai toujours apprécié ce personnage, mais bon, il ne pouvait pas m'inviter. Et puis là, les choses changent. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Vous le verrez demain, c'est à 10 heures demain dimanche. Je pense que c'est une émission qui va faire un petit peu de bruit parce que c'est la rencontre entre deux univers en fait, entre un monde vraiment mainstream et puis un monde de underground quoi. Et c'était très intéressant et amusant de se retrouver quoi. pour en revenir au film, du coup, en fait, avec l'IA, ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, tu peux le nourrir pour améliorer à chaque fois les défauts ou ce qui ne te plaît pas dans le film. Ouais. Alors l'IA c'est l'art du prompt, c'est-à-dire que c'est l'art de la description de ton idée, de ce que tu désires, de ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est ça que tu apprends, que tu peaufines, apprendre à bien écrire un prompt, c'est-à-dire à lui demander en fait quelque chose. Et donc plus tu avances, plus tu en fais, et plus tu affines tes demandes, et plus tu, tu, plus tu, toi et l'IA, vous vous comprenez en fait. Mais au départ, ça prend du temps. Et donc oui, à tous les niveaux en fait, l'IA va rentrer dans nos vies, je pense. Quand tu veux écrire une lettre à l'administration ou faire un résumé de ta situation fiscale ou n'importe quoi en fait. Bah l'IA est là pour t'aider quoi. Et puis alors, je sais pas moi les enfants comment ils vont intégrer l'IA dans leur apprentissage aujourd'hui, mais c'est nous on avait des encyclopédies, je me souviens, il y en avait 12 ou 15 tomes je crois. Et puis quand on devait faire des devoirs, on allait dedans, on copiait quelques passages, puis il y avait tout dans ces encyclopédies. Mais alors aujourd'hui bah, c'est magique quoi, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment vont réagir les enseignants parce que l'IA, c'est un enseignant qui fait pas de faute, qui s'énerve pas, qui est jamais malade, qui est alors on revient toujours sur le rapport humain. Bah, il y aura toujours la récréation, hein. Il y aura toujours
Puis l'IA, c'est vraiment de l'éducation sur mesure. Donc, ça s'adapte au niveau de chaque élève. Donc, je pense que c'est préférable, évidemment, à ces profs qui n'ont malheureusement pas, ils ont trop de monde, quoi. Ils peuvent pas gérer, quoi. Tu peux pas gérer une classe de 30 élèves, tu peux pas être, alors que l'IA, il va être derrière, et au mot près, à la virgule, il sait exactement comment l'élève évolue, s'il évolue dans le bon sens, il peut sortir des statistiques sur l'évolution, sur l'apprentissage, sur les capacités que un prof ne peut pas faire. J'ai rencontré un médecin l'autre jour qui me disait, l'IA, de toute façon, dans la médecine, c'est devenu indispensable. Les diagnostics sont plus précis. Bientôt, l'IA va opérer parce que tout simplement, elle fait une reconnaissance des organes, elle sait où passer, elle sait pour éviter, pour cautériser. Moi, je suis un joueur d'échecs et ça a commencé avec Deep Blue, quoi, ce programme qui a gagné le champion du monde des échecs, Kasparov. Et ça a été une révolution. On pensait pas qu'un jour un ordinateur gagnerait un homme, quoi, le cerveau humain. Et aujourd'hui, la question se pose même plus. Et on en est. Alors, je vous dis, moi, je fais un métier où, pour l'instant, je m'intéresse parce que ça me ferait marrer, moi, d'allumer mon ordinateur et dire, vas-y, fais-moi marrer. Mais pour l'instant, ça marche pas. Pas encore. Et du coup là, si maintenant, imaginons ce film que tu as créé marche, est-ce que tu as peut-être déjà une idée pour refaire un deuxième derrière? Ouais, ben j'en ai déjà un autre sur le grill. Ah oui, Ouais, que je voulais faire, mais j'aurais pas le temps. C'est évidemment sur cette année de commémoration et sur les attentats du 13 novembre 2015, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Mohamed Abdeslam, le frère de Salah, qui est venu voir un de mes spectacles un jour en Belgique, qui m'a dit, tiens, je suis le frère de Salah. J'ai dit, ah merde, comment ça se passe? C'est pas trop dur. Et elle m'a dit, bah, c'est pas facile. Bah, tu l'as vu, non, d'ailleurs, je crois. Bah, on l'avait en live avec nous, oui. Ouais, ouais. Et mais physiquement, tu l'avais pas vu, non? Il était pas venu à Strasbourg ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être pas. Non, je l'ai pas vu. Ouais, ouais. Bah, il était venu nous accompagner une fois ou deux, puisqu'on a fait ce bouquin, donc 14 novembre, où il raconte les coulisses. C'était passionnant aussi, parce que on se fait tous des idées sur qui sont ces gens, quel a été leur environnement, comment peut-on en arriver à cette folie suicidaire, à la fois suicidaire et chargée d'héroïsme dans leur tête, toi. Et comment on peut, avec évidemment cette carotte des 1000 vierges, qui bon, moi je tourne en dérision dans mes spectacles, mais c'est vrai que c'est à la fois pathétique, à la fois fou, à la fois. Alors les médias ont dit que c'était des gens lâches. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine forme de courage aussi. Bien sûr. Fou, évidemment, suicidaire, mais et donc dans ce bouquin, je pense qu'on en apprend un peu plus. On a une autre vision, moins manichéenne de ces médias qui disent il y a le bien, il y a le mal. On sait très bien que voilà, le bien et le mal jouent, dansent. C'est une valse à trois temps. Et je pense que c'est les terroristes d'un jour sont les résistants d'un autre jour, les héros d'un autre jour. Et en fait, tout ça mais bon, il y a effectivement des pauvres gens comme nous qui sommes victimes de ces gens violents, quoi. Et pour moi, entre l'État et ces gens-là, ils ont un point commun, c'est l'usage des armes. Ouais, on est d'accord. Une date de sortie pour le film? Alors, oui, le 25 décembre, on a choisi le jour de Noël. Je pense qu'on sera prêt. Et puis pour l'autre film, 13 novembre, malheureusement, je sais pas si on aura le temps de développer les deux en même temps. Mais c'est passionnant, en fait. L'idée, c'est donc un film sur les attentats, mais vu de cette bagnole, de cette petite Polo noire qui part de Bruxelles et qui arrive au Stade de France. Voilà. Donc ça sera intéressant avec les témoignages directs donc de Mohamed Abdeslam qui est en contact avec son frère Salah, qui est le dernier survivant donc de ce commando de fous. Une dernière question, Reg.
Non, personnellement, je n'ai plus de dernière question. Je n'ai rien vu dans les commentaires qui serait. Mais en tout cas, ouais, pour terminer et conclure sur ce film, c'est une histoire, c'est un film comique qui s'amuse avec on va dire l'histoire, l'aventure lunaire vue par les Africains. Alors, je sais pas si vous connaissez l'Afrique tous les deux, si vous y êtes déjà allés. Ouais. Non, du tout. Ouais, t'es allé où toi? Alors, c'était pas. Enfin, c'est le continent africain, tu me diras, c'était le Maroc, mais bon, après. Ouais, ouais, le Maroc, c'est sûr, c'est le Maroc, c'est Les l'Afrique, Saouira. c'est le Maghreb. Ouais, mais c'est déjà c'est l'Afrique, hein. Oui. Et mais c'est vrai que il y a déjà un petit peu ce côté un peu approximatif dans les choses, même si le Maroc est l'un des pays les plus modernes, on va dire, d'Afrique. Mais quand tu vas en Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique, il y a un côté amusant, c'est-à-dire bon, il y a une corruption qui est quand même très importante, et puis il y a un côté bricolage, c'est-à-dire que les gens se démerdent. Le niveau de vie, malheureusement, on vit avec 100 euros là-bas en moyenne par mois, et encore. Et donc les gens, c'est la bidouille. Et donc on est capable de te réparer une bagnole avec des boîtes de conserve, et puis de fabriquer un bateau, un avion avec un moteur de mobilette. Et ça, et donc c'est ça aussi qui m'a poussé à me dire un Africain sur la Lune, pourquoi pas? Là-bas, c'est possible. On peut monter une équipe avec des gens. On se dit bon, on va sur la Lune, les gars, ou pas? D'où la fusée en bois, du coup, comme. En bois. Tu vois. Mais avec un fauteuil de R16 dedans. Impeccable. T'es à l'aise, au moins. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que tout à l'heure, je suis tombé sur une info où justement, il y a en Afrique, il y en a qui essayent de construire une fusée pour y aller. Oui. Troposphère 2. Mais ils ont failli tuer toute l'équipe parce que la fusée est partie de travers. Elle a traversé, elle a survolé. Enfin bon, le village. Ils ont failli tuer tout le monde. Mais bon, tu vois, c'est pareil. L'aventure, pour l'instant, on va dire spatiale africaine, elle en est au tout début. Mais c'est là où c'est vraiment marrant. Mais il y a des gens aussi très on manque de moyens. C'est ça le problème. Mais on a et puis tous ceux qui sont réellement compétents, nos ingénieurs, nos mathématiciens, là ils partent travailler en Occident, à l'étranger. Enfin moins en Occident maintenant qu'en Asie. En Turquie, un peu moins en Occident, puisque vu ce qui s'est passé et vu l'image de la France aujourd'hui en Afrique, les gens vont plutôt aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine. Mais c'est vrai qu'ils leur donnent pas beaucoup de moyens, comme ça, après, derrière, ils arrivent à s'approprier un peu leur projet, quoi. C'est ça. Ben, c'est ça. La plupart Oui, des Africains s'en vont et bon, malheureusement, c'est pour ça, quoi. C'est parce que pour gagner mieux leur vie, puis envoyer de l'argent au Cameroun. Faut savoir que la diaspora camerounaise, c'est la première source de revenus pour les Camerounais. Du coup, comme on le disait, donc du coup, le film sortira du coup le 25 décembre. Il y a Ouais. la petite affiche juste en bas. Et c'est en précommande. N'hésitez pas, la famille, n'hésitez pas à précommander le film. Ça pourra aider encore aussi au Ouais, montage à et le la faire. suite. En fait, même si effectivement, on paye plus les décors, on paye plus les costumes, on paye plus tout ce qui va autour et qui coûte très cher dans un film, on doit quand même passer énormément de temps et puis ça coûte quand même. C'est-à-dire qu'il faut payer. T'as des crédits et tu dois payer les effets, tout ça. Et comme pour chaque plan, t'as plusieurs effets. Bon, ça coûte quand même de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir vendre les tickets, et, les prévendre, comme ça les gens achètent et puis le 25 décembre ils verront le film. Voilà. Et ça restera tout aussi magnifique qu'un film. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Plus qu'à être patient. Ah, Il y a plus qu'à être patient. ouais. Non mais alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a pas mal de questions les gars. Hein. Ça va vite, ouais. Attends. Bon, il y a des. Ouais, c'est pas forcément toujours avec le sujet. C'est ça. Ouais. Ça part un peu. Là, j'ai vu des questions sur Paprika. Bon, ça viendra après, les gars. Je le garde. Ouais, pour parce ça. qu'elle se sent On belle. essaiera de garder un petit temps à la fin, au pire. Voilà, exactement. Ok, c'est vrai que Paprika a un succès quand même auprès de certains internautes. C'est incroyable. Ouais.
Ça Du me coup, gêne. on va passer au deuxième sujet de ce live. Du coup, là, ça va être la reprise de la tournée. Ouais. En mai, hein, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, on refait. Alors, parce qu'en fait, j'ai encore mon bracelet électronique à la jambe et c'est un moyen de pression. Donc là, ils m'ont interdit donc de travailler le mois de mai. Le mois d'avril. Et donc, je vais normalement, théoriquement, on va pouvoir repartir en tournée au mois de mai. Donc voilà un peu le. Mais bon, c'est ça aussi, avoir un bracelet électronique. Être détenu à domicile, c'est être dépendant du bon vouloir donc des politiques. On l'a vu d'ailleurs avec Marine Le Pen là, qui vient de se faire éliminer. Elle a pris cher. Hein. Ouais. Elle a pris la pauvre. On a assisté tous ensemble à son enterrement politique. Et cette fois-ci, c'était accessible à tous, d'ailleurs, je dois le dire, parce que l'enterrement de son père, c'était plus compliqué pour s'y rendre. Là, elle a eu un enterrement public avec perte et fracas. Bon, évidemment, c'est injuste, mais c'est injuste parce que ils ont tous fait ça. Pourquoi elle? Bon, en même temps, c'est l'argent public. Bon, moi, j'ai été condamné pour 27 000 € de TVA que j'avais déjà payé. Hein, c'était déclaratif. Et bon, j'ai 2 ans de bracelet, alors j'imagine bien qu'elle va avoir un bracelet. Enfin, à moins que, je sais pas. Ouais, une petite dérogation, je pense, à ce niveau. Ah, c'est possible, c'est possible. Alors, un bracelet, tu sais, au poignet, tu sais que ça rentre dans les bijoux, comme ça se voit pas trop. Ah, il y en a qui passent d'enterre. Ouais, non, alors, ouais, il y en a qui pensent que jouer dans un bus ou faire des films avec l'IA, ne pas avoir 10 millions d'euros pour faire son film, c'est avoir été exclu. Non, moi, j'ai pas ce sentiment. Je pense que le cinéma déjà est trop cher, et donc il vaut mieux redonner le cinéma à ses auteurs. Et donc, je pense que grâce à l'intelligence artificielle, les auteurs vont pouvoir enfin produire leurs propres films, et ça va être beaucoup plus direct en fait. Du producteur au consommateur. Il n'y aura pas tous ces intermédiaires que sont les chaînes de télé, les banques, les producteurs, même s'il y a des producteurs très très bien, formidables. Mais là, c'est vraiment l'auteur et un monteur qui est là et ils travaillent à deux. Et je trouve que c'est vraiment une autre façon de produire, de réaliser, quoi. Du coup, là, donc, comme on le disait, donc la tournée reprendra en mai, donc ça sera Ouais, alors la tournée, voilà. plein air, hein. Ouais. Si c'est possible, bien entendu, c'est le temps le perdu. Ouais, on reporte les dates que l'État nous oblige à reporter. Et puis après, on continue, on prolonge. Saperlipopette. On aura aussi une première partie en tournée avec Jamel Kaibou, un imitateur extraordinaire pour ceux qui Très très fort. Très fort. Ouais. Franchement, je crois que chaque génération, il y a un imitateur qui sort du lot. Et bien, clairement. Jamel est cet imitateur-là pour cette génération-là, quoi, je crois. Et du coup, ouais, t'as une première partie avec Jamel, et ensuite il y a un petit entracte, et ensuite, on te retrouve encore une fois en spectacle. Saperlipopette, c'est le titre, voilà. Là, on nous voit d'ailleurs tous les deux. Regarde, on nous voit tous les deux avec Jamel, on était en extérieur. Ouais, c'était marrant, ça. Parce que c'est ça qui est extraordinaire aussi, et là, je parle aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des terrains. Si vous avez un beau domaine, dès qu'il va faire beau comme ça, on joue en extérieur, et ça, c'est vraiment c'est bien, quoi. C'est magnifique, quoi. Jouer en extérieur, c'est vraiment avoir comme plafond du théâtre la voûte étoilée et la lune, c'est quelque chose de magnifique. Et donc moi j'attends ça avec impatience. Et à partir du mois de mai, on va pouvoir recommencer à jouer en extérieur. En tout cas, dès que, évidemment, quand le temps ne le permet pas, on joue dans des salles. Même en tant que spectateur, en fait, c'est génial de pouvoir vivre ça. Un spectacle à l'extérieur. On a l'impression que tout le monde se connaît alors qu'on s'est jamais vu. Moi j'ai trouvé ça, en tant que spectateur, j'ai trouvé ça génial. Ouais, et puis si tu remontes dans l'histoire, c'était quand Molière est parti, a été chassé de la cour, il s'est retrouvé avec son équipe, sa troupe. Ouais, et puis il a joué partout sur les places, dans certaines prairies, sur des terrains, et ça c'est extraordinaire. En fait t'es dans la nature, il se passe quelque chose.
il se passe quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et puis il y avait ces théâtres grecs aussi, si tu veux, où tu étais à l'extérieur. Ça aussi, hein, ça date pas d'hier. Alors après, il y a le problème du son, mais nous on l'a réglé avec des enceintes quand même et des micros. Mais bon, Jésus lui-même d'ailleurs se marchait et dans les un peu partout et il s'exprimait en extérieur. Donc c'est vraiment bah, moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Vu que maintenant tu seras de nouveau en tournée, est-ce que pendant cette tournée que tu as eue, est-ce que tu as eu des petites galères ou même des petites pépites pendant la tournée? Excuse-moi, la question c'est Est-ce que tu as pu rencontrer quelques galères et ouais, des petites pépites d'accord. durant la tournée? Alors ouais, c'est une tournée qui a été alors jalonnée d'épreuves, de vents contraires. On a eu quand même des arrêtés préfectoraux. Il y a eu une instruction du ministre de l'Intérieur qui voulait interdire mes spectacles. On est allé devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction en France, pour ce qui concerne le droit administratif. Moi, j'y étais déjà allé, hein, je suis une sorte d'habitué, ouais, puisque j'ai mon ordonnance qui porte mon nom, l'ordonnance Dieudonné, du 9 janvier 2014. Et donc, oui, des épreuves, il y en a toujours. Par séquence, tout se passe bien, il n'y a plus de problème. Puis de temps en temps, ça revient. Parce Alors, qu'au début, ouais, ça se passait bien. ouais, on a eu alors la visite des flics il n'y a pas très longtemps. Bon, ça se passe bien avec eux, ils font leur boulot. Qu'est-ce que je te dise, c'est pas un boulot facile d'obéir comme ça aux ordres politiques. Et ils le sentent bien qu'il y a aucune raison. Parce qu'ils ont normalement du travail pour garantir la sécurité des Français. Là, ils se retrouvent à venir amener un courrier à Dieudonné dans son bus. Bon. Ils en sont désolés, bien évidemment, et je compatis. Et donc des anecdotes avec Jamel, il y en a eu quelques-unes évidemment. On a joué dans des endroits formidables, on a rencontré des gens extraordinaires, et notamment à Biarritz, ouais, j'ai rencontré une victime des attentats du 13 novembre. Cet homme était dans le Bataclan et il était même otage, donc Oui. donc c'était assez incroyable cette histoire. Il a il a été séquestré pendant 2 heures par 2 terroristes dans une sorte de couloir à l'étage du Bataclan. Alors il m'a raconté tout ça, il m'a raconté des histoires incroyables. C'est bah, évidemment la peur. Par exemple, il y a une anecdote, je pense que il m'autorise à en parler puisqu'il m'en a parlé spontanément, qui montre un petit peu la nature humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'un des terroristes, Animour, je crois il s'appelait, quelque chose comme ça, qui sort une liasse de billets. Bon, je pense qu'il avait compris que de toute façon, des billets de 50, il devait avoir 1000 balles à peu près, ou un peu moins, 700 balles, il m'a dit. Et il dit, allez, brûle ça. Il lui demande à lui de brûler les billets. Elle arrivait toujours avec le gilet explosif et la calache. Hein. C'est pas, il te demande pas ça gentiment en buvant de bière. Ouais, c'est ça. Donc, C'est pas vraiment une là, question. ouais, c'est ça. Donc là, il sort le briquet, il allume, voilà, et il brûle. Et donc l'autre terroriste explique, il donne une leçon, c'est un peu le professeur. Il dit voilà, c'est contre l'Occident, votre argent, le système capitaliste, tout ce que tu veux. Donc lui il dit oui, bien sûr. Et à la fin, ils ont tellement peur, ils sont persuadés qu'ils vont mourir, hein, qu'ils vont se faire sauter, que les gens vont rentrer, enfin ils savent, et que bon, ils ont un petit temps, le dernier billet brûle, et là il sait plus quoi faire. Et il veut faire plaisir aux terroristes, donc il sort un billet de sa poche à lui. Mais bon, un billet de 20 balles, enfin tu vois, c'est bon. Et il commence à l'allumer, et l'autre lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Ben il dit ben je pars par rapport à l'argent, tout ce qu'il faut détruire. Si tu veux. L'autre lui dit mais non, mais arrête, tu vas pas brûler ton pognon, mais qu'est-ce que vous... Oh putain. C'était pour dire que quand dans cette situation, tu pouvais tout faire, en fait, tout devient complètement surréaliste, quoi. Et bon, c'est et des anecdotes comme ça, il en a évidemment. Puis il a parlé avec ces mêmes mecs, si tu veux, qui allaient
qui allait crever quelques heures plus tard. Il a vu les forces spéciales rentrer. Enfin bon, ça a tiré dans tous les sens. Ils étaient entre eux. Donc c'est une expérience de vie bouleversante. Hein. D'ailleurs, ils ont tous été bouleversés, quoi. Et mis à part justement cette victime, est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes, des rencontres un petit peu insolites ou alors même des moments un petit peu suspendus? Ouais, bon, à chaque fois, en fait, chaque soir, il y a des gens qui arrivent avec des histoires, avec des parcours. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dans le public qui se retrouvent. Aller voir un spectacle de Dieudo, c'est pas neutre. Et donc, ils se discutent entre eux, en fait. À la fin, il y a presque c'est presque un endroit de rencontre. Ils se racontent de leur histoire de famille. Mais bon, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Puis alors autrement, comme ça, spontanément, si ça me revient, je te dirais, mais à chaque fois, chaque soir, il y a une aventure, quoi. Et petite question maintenant, avec un petit peu ton passé, etc., dans les spectacles. Dis-moi un petit peu niveau ambiance. L'ambiance du public d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a un changement ou ça reste la même chose? Alors moi, 20 ans, tu peux même dire 30, 35 ans, je vois les gens quand même évoluer. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui dans mon public des gens de mon âge, donc la soixantaine, qui viennent avec leurs enfants, leurs enfants qui ont une vingtaine, ouais c'est ça, une vingtaine, trentaine. Et donc j'ai plusieurs générations et j'ai encore plus jeunes. Alors j'ai pas encore les petits enfants, mais j'ai un public de entre 15 et 20 ans aussi. Des gens qui ont vu mes sketchs sur Internet. Alors oui, tout a changé parce que Internet est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés. Et puis sur Internet, c'est vrai que mes vidéos ont énormément tourné. Je me suis fait dépouiller de mes droits d'auteur parce que j'étais banni Ah, c'est vrai. et tout ça. Mais par contre, j'ai été certainement l'un des humoristes les plus regardés sur Internet. Et le plus recherché aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait que, voilà, ça a donné envie à des jeunes générations de venir me voir. Voilà, c'est ça qui est amusant, c'est que l'épreuve a amené aussi un côté positif, mais il fallait tenir, il fallait résister. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai, et je suis d'accord avec toi parce que quand j'étais sur Justement, ce Pardon? Pardon? Non, vas-y. Ah, ok, je crois que non, j'ai entendu que tu avais commencé une phrase. J'ai entendu un bruit, mais je savais pas si c'était une phrase ou... Ouais. C'est exactement ça. Je pensais que c'était le chien. J'allais commencer une phrase, mais ça a bugué et j'ai entendu Rack parler. Donc... Ah ouais, d'accord. Ah, mais je voulais simplement dire juste que tu avais entièrement raison parce que quand tu étais sur Strasbourg, il y avait à 2 rangs derrière moi, justement, il y avait 3-4 gamins de 8-10 ans à tout péter qui étaient là et qui regardaient avec certainement les parents, peut-être même les grands-parents. Ouais. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, tu as vraiment cette génération avec l'ancienne et la nouvelle génération, donc forcément la nouvelle qui ne te connaît peut-être pas forcément. Et c'est bien parce qu'au final, ils se transmettent un petit peu entre générations, justement. Tu sais, regarde, ça c'était mon humoriste préféré, il est encore là, tiens, je te le montre. Regarde ce qu'il fait, etc. Tu vois, et le spectacle passe bien avec les enfants aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a des sujets finalement. J'avais peut-être un peu d'avance sur certains sujets. En fait, ouais. Ce qui m'amusait, ce qui m'a toujours amusé, moi, ce sont des sujets qui se sont imposés avec le temps comme étant une évidence, quoi. Et donc, je reconnais je suis moi-même étonné quand je revois certains sketchs. Je dis ah putain, ah ouais, c'est vrai. Puis finalement, Et ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé, puis c'est extrêmement d'actualité, en fait. Et pourtant, ça date de 20 ans, 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent le visionnaire sur le réseau maintenant. Ouais. Comme quoi, tu avais la vision de ce qui allait se passer, quoi. La main d'or aussi, là, j'ai vu un commentaire sur la main d'or. Ça a été un moment extraordinaire, en fait, d'avoir son propre théâtre pendant près de 20 ans, parce que ça m'a vraiment poussé à travailler, en fait, à me renouveler, à ne pas rester sur mes acquis, parce que tu peux pas rejouer éternellement le même spectacle. Donc, le fait d'avoir un lieu, ça te pousse à faire des nouveaux spectacles tous les ans, et à la fin même tous les 6 mois.
Et parce que je savais qu'il voulait, il y a eu une telle pression sur les propriétaires. Alors j'étais propriétaire du fonds de commerce, hein, mon entreprise, mais par un jeu, on va dire illégal d'ailleurs, ils nous ont chassés et ils nous ont même pas payé le fonds de commerce. Enfin, bon, c'était encore une fois un moment difficile. Après, il y a eu mon bus. Après, il y a eu l'ampoule. J'ai toujours eu un endroit, un espace pour pouvoir m'exprimer. Et le but, vraiment, en ce qui me concerne, ça a été de me faire taire, évidemment, de me bannir de toutes les plateformes de streaming, tous les espaces possibles, de la télé traditionnelle, des ventes de billets, de tout faire en sorte que je n'existe plus. Et puis, à chaque fois, je me suis adapté et à chaque fois, le public était là. Donc ça a été formidable. Mais c'est assez drôle parce que souvent, je reçois des commentaires de personnes en me disant, ouais, tu fais du Dieudonné, il est éteint, il est plus là. Je dis, les gars, renseignez-vous, il est toujours là. Il est toujours en tournée. Il est en tournée, là. Donc, ouais, d'ailleurs. Ils s'offrent le cul, ils sont, ah bon, allez, regarde. D'ailleurs, c'est parti, quoi. D'ailleurs, il y a eu un article la semaine dernière, enfin, un dossier sur moi. C'était le retour improbable de Dieudonné. Donc, ils se sont aperçus. C'est suite à mon passage chez Légende. Ah bah oui. Parce que ça a fait un record absolu, en fait. 5 millions, je crois. 5 millions en 24 heures. Ouais, c'est un truc c'est la vidéo qui a explosé sur YouTube. Ouais, c'est ça. Et donc, ils se sont dit, mais en fait, non, mais j'ai toujours été, il y a toujours eu, on va dire, un intérêt pour le méchant qui était décrit par les médias dominants. C'est-à-dire ils ont fabriqué un monstre. Ben, les gens, ils veulent voir le monstre. Ils oublient pas le monstre. Le monstre, on en a besoin, on veut voir. Ne sachant plus où se trouve le bien, les gens se disent, bon ben, voyons le monstre, comme ça on va comprendre où se trouve le mal. Et quand ils viennent me voir, ils se marrent. Qu'est-ce que je te dis? Allez, il y a une question qui vient d'arriver. Si le RN prend le pouvoir, est-ce qu'on pourra revoir Dieudo sur le service public? C'est une bonne question. Je suis pas certain, je ne suis pas la tasse de thé de Madame Le Pen. Maintenant, si le RN je sais pas comment ça va évoluer, je crois que là, ce qui est en train de se passer sur le plan politique, c'est assez incroyable. C'est une prise de pouvoir vraiment, donc par le biais du judiciaire, du syndicat de la magistrature. C'est vrai que c'est troublant. Jusqu'où ça va aller cette histoire? C'est passionnant. Maintenant, le RN, moi, évidemment, ils ne sont pas fascistes, ils ne sont pas racistes. Bon, ils sont franco-français. Moi, je vois rien de mal à être franco-français. Après, la possibilité de discuter avec eux de liberté d'expression, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai l'impression qu'ils sont quand même dans la normalisation. Le RN s'est rapproché quand même des censeurs. J'ai eu, je crois que c'était à Nîmes, un conseiller municipal RN qui a demandé à faire interdire mon spectacle. Donc, pour moi, je n'ai pas, voilà, je pense que pour se normaliser, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout, et donc ils obéiront comme les autres. Oui, il n'y a pas forcément de parti politique qui aidera. En fait, les partis, c'est au début. C'est-à-dire que quand tu es encore un peu jeune en politique, plein de convictions, avec un idéal, mais très très rapidement, cet idéal se confronte à une réalité économique. C'est-à-dire ils deviennent députés à l'Assemblée européenne, et donc ils ont des salaires très importants, beaucoup plus importants que ce qu'ils avaient, sénateurs. Et là, ils rentrent dans une sorte de professionnalisme de la politique. Et donc là, l'idée, c'est de survivre. C'est-à-dire que tu es rentré là-dedans, tu as envie d'y rester. Voilà. Et donc, pour ça, ils comprennent que pour y rester, il faut bien s'entendre avec les chaînes de télé, il faut passer sur... Voilà. Et donc, entre médias, entre les juges, les journalistes et les hommes politiques, il y a une sorte de groupe qui se forme. Bien sûr, ouais. Du coup, pour conclure un petit peu ce chapitre de la tournée en plein air, on est d'accord que l'esprit de cette tournée, ça reste la liberté, le rire et la proximité. Ouais. Je pense que
Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ce qui me paraît fondamental et important, c'est c'est le sentiment de liberté qu'on peut avoir en extérieur. C'est quelque chose de il n'y a pas de porte, donc t'es t'es dans un univers extrêmement favorable et propice à la création et à l'échange entre un homme qui est sur scène et des spectateurs. J'aime beaucoup vraiment jouer en extérieur et je pense que si le théâtre grec s'était monté sur ce modèle-là, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, bon, ils étaient peut-être pas capables de faire des salles, des dômes de 500 mètres, mais je crois que c'est vraiment important et c'est une dimension, le ciel, qui est important dans un spectacle. Et tu es d'ailleurs le seul, hein, le Ouais, seul humoriste à faire ça, ouais, qui a recréé un petit peu justement le spectacle en plein air, quoi. ouais, le spectacle en plein air. Alors il y avait évidemment les spectacles de rue. Ça ressemble d'ailleurs. Hein, mais là, l'idée, la différence avec le spectacle de rue, c'est que les gens ne marchent pas, ils sont assis. On est dans un concept qui est quand même théâtral. C'est ça. Et très familier, quelque part aussi. Oui. J'ai pas vu de questions très intéressantes. Ce sera des questions pour plus tard, ça. Ok, bon, on va pouvoir changer de... Du coup aussi pendant la tournée là, j'ai vu qu'il y avait une date pour le bal des quenelles déjà. Alors, ouais, le 21 juin, donc 2025, un bal des quenelles exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir, ça va être spécial, on va dire résistance Covid. C'est-à-dire qu'on va avoir là tous ceux qui ont été héroïques pendant cette période seront là. Je peux pas tous les citer et je vais pas citer leurs noms pour ceux il y en a qui préfèrent pas parce qu'ils sont encore dans les procès et tout ça. Mais on aura vraiment tous ceux qui ont marqué l'histoire de cette séquence étonnante seront là. Donc n'hésitez pas, venez, nombreux. Impeccable. C'est le 21 donc à Saint-Lubin et c'est donc spectacle, témoignage de tous ces gens. Et on a j'ai eu encore des témoignages. Ils seront là d'ailleurs, ils sont nominés au bal des quenelles. Des gens qui ont fait des faux certificats de vaccination, qui sont fait jeter. Je pense à une infirmière notamment, mais un médecin aussi, qui ont été arrêtés par la police, jugés, bannis. Ils ont changé de profession. Des médecins de l'ordre des médecins qui les ont attaqués. Bon, ils ont eu une pression exceptionnelle. Enfin, pourquoi ils ont fait ça? Je pense qu'ils ont douté à un moment donné dans leur parcours, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils savaient pertinemment que ces vaccins étaient mauvais pour la santé. Et donc, ils disaient à ceux qui ne voulaient pas le faire, vous n'avez pas à être obligés de le faire. Voilà. C'était leur point de vue et ils l'ont assumé malgré toutes les répercussions négatives, évidemment, qu'a pu engendrer cette situation. Je viens de voir un commentaire assez drôle. Il y en a un qui a demandé si Macron était au bal, justement, des quenelles. La quenelle Lui nucléaire. aussi, c'est un génie, hein. La quenelle, ouais, non. Alors lui, faut voir, hein. Mais, il pourrait y être, hein. Ah, je Lui, pense qu'il gagne tout. je pense que Ah, lui lui, et il gagne tout. ouais, tout. Lui et sa femme, normalement, il pourrait parce que la quenelle, elle est quand même belle, quand même. Magnifique. Il y en a beaucoup qui me demandent, moi, en commentaire, souvent, on aimerait bien voir Dieudo, on aimerait bien voir Dieudo. Et j'arrête pas de leur dire, en fait, que aller le voir en spectacle, même après, il est très accessible, que ce soit pour une dédicace, une photo. Donc, en fait, c'est vrai, l'après-spectacle, t'es toujours là pour les spectateurs, en fait. Ouais. En fait, c'est comme moi, je n'ai pas accès à la promotion traditionnelle, c'est-à-dire aux affiches, aux médias traditionnels. Je suis donc le seul lien que j'ai avec le public, c'est le public. Et donc une fois qu'on a fait le spectacle, je fais quelques photos, on signe des autographes, et c'est un moment important parce que c'est le moment où je leur explique que si je continue à faire ce métier, c'est grâce à vous.
Et c'est à votre capacité d'en parler si vous avez aimé, à ceux qui sont autour de vous, pour leur dire, bah, Diodo, il est encore là malgré que tu ne vois pas les publicités dans les journaux ou sur les affiches, tu ne vois pas d'affiches de ce spectacle. Eh bien, il est toujours là. Il faut aller le voir, va sur le site. Et donc, c'est ce que font les gens, et c'est ce qui fait que j'arrive à faire des salles incroyables, quoi. C'est-à-dire sans promotion aucune, uniquement grâce aux bouche à oreille, faire des salles de 1000 places, 1500 places encore cette année, c'est hallucinant. Marseille, Ouais, t'avais ouais. fait un sacré paquet à Plus de Marseille. 1000 personnes à Marseille. C'est énorme. Ouais. Sans promo, c'est énorme, on se rend pas compte, mais Ben c'est pour aujourd'hui, même dans le subventionné, ils n'arrivent pas à faire ça. C'est quand même incroyable. Avec des panneaux d'affichage, des 4x3 partout, ils n'arrivent pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. C'est pour ça, et je remercie vraiment mon public parce que c'est eux, et moi aussi, mais c'est une histoire, une œuvre collective là. Après, après, de ce côté-là, enfin, connaissant un petit peu d'autres artistes, tu es le seul qui prend justement du temps avec son public, tu vois, après la pas de spectacle, etc. Ou même qui interagit avec le public pendant tes spectacles. Tu es l'un des seuls qui le fait, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont très attachés à toi. Alors que d'autres humoristes lambda, il va faire son spectacle, ah, il va se tirer, il va boire un verre et terminer, quoi. Alors que Ben toi, ouais, tu c'est prends ça. vraiment ton temps, t'es là, tu discutes, tu déconnes, tu vois, et les gens aiment ça. Ils aiment ce Ouais, style. ouais. Puis, mais bon, tu vois, je sais pas si c'est moi personnellement, mais je pense que c'est aussi, on m'a fabriqué ainsi. Le fait de me présenter et de jouer avec un bracelet électronique, tu peux pas, tu t'es dans une relation à l'autre qui est forcément, regarde, voilà, je suis un détenu à domicile, mais bon, on a passé une bonne soirée, on s'est marré. Ça te fait descendre de ce piédestal de l'artiste, si tu veux. Donc c'est une leçon d'humilité pour celui qui joue et qui interprète, parce que le fait de faire rire beaucoup de gens, le fait d'être applaudi, ça peut aussi te faire penser que tu es quelqu'un de différent. Et ce bracelet, il m'aide et il aide aussi à comprendre dans la relation. Ouais, mais enfin, c'est quand même un détenu, le gars. Hein, c'est quand même. Voilà. Et donc, ça rééquilibre et en fait, ça nous met au même niveau en fait. Et c'est ça. Et je pense que le public le sent bien que je suis un mec de chez eux, quoi. C'est ça. C'est ça. Du coup, pour tout ce qui est réservation de billets, du coup, bon, bah, comme vous le savez, c'est du coup sur le site Dieu le Cube. Hein, Oui. alors, Diodosphère, pour l'instant. Oui, Diodosphère. Ouais, c'est Diodosphère. Il y avait les deux, mais Diodocube, c'est la semaine prochaine, quoi. Ok. Ouais, c'est Diodosphère. Est-ce que j'ai loupé une question intéressante? Non, il n'y a rien du tout pour l'instant. Alors, Diodo vient en Algérie. Alors, j'aimerais bien, mais je suis sous bracelet électronique. Il faut attendre. Voilà. Et à mon avis, si je fais une demande de suspension de peine pour aller jouer en Algérie, c'est pas certain dans le contexte actuel que Darmanin, Rataillot, toute l'équipe, Ils sont débarqués en Algérie. quand même islamophobe et algérianophobe. En ce moment, l'Algérie, putain, ils ont une haine envers l'Algérie, c'est assez incroyable. C'est chaud en ce moment. Hein. Ah ouais, c'est vraiment. Pourtant, moi, j'adore et ça se passe toujours très bien. Je comprends pas. Ils ont un problème. Peut-être de matière première. Hein, ils ont peut-être pas assez. Donc du coup, vous l'avez bien compris, pour tout ce qui est réservation, donc ça sera sur Diodosphère. Donc vous avez une version mobile ou PC, c'est comme vous voulez. Et pour la Diodocube, du coup, le site est en maintenance et reviendra certainement du coup la semaine prochaine. C'est ça. Ah, il y en a aussi qui me demandent quand est-ce que finit cette histoire de bracelet. C'est vrai que ça fait maintenant 1 an. En fait, c'est eux qui choisissent. Hein. Normalement, tu as le droit à des aménagements. À un moment donné, tu peux une sorte de commission. Tu passes devant. Il faut un petit peu faire profil bas et on te dit bon, tu peux transformer ce bracelet électronique en liberté conditionnelle, c'est-à-dire que tu dois pointer un certain nombre de fois au SPIP. Et là, moi, visiblement, j'ai pas droit à tout ça. Quoi. Bizarrement. Ouais, pourtant, contrairement à d'autres,
Mon bracelet, il n'y a pas eu d'alarme, je respecte tout. Mais tu vois, bon, c'était le maire de je sais plus là, le couple là de tarés de fous là. Je sais plus comment il s'appelle, le mec. Levallois, le maire de Levallois, qui lui a été à un moment donné. Il faut avoir peut-être une maladie, ouais, c'est possible. On va peut-être trouver ça. Ouais, peut-être. Donc en fait, à chaque fois que tu as une Mercredi, ouais. date, à chaque fois que tu as une date, tu es obligé d'attendre l'autorisation pour pouvoir y aller et Voilà. ça Alors à tu chaque fais fois. là normalement en mai, je vais savoir. Ils vont se prononcer sur 3, 4, 5 mois. Ok. Donc pendant 3, 4, 5 mois, j'aurai voilà, Tu j'aurai devrais être les tranquille. autorisations. Voilà. Euh... Grain de riz. Merci du traitement, je garde ça. Je te le garde pour tout à l'heure. Ok, Alors, donc as-tu, pareil, alors, ouais. j'avais aussi par rapport à un truc, il y a pas mal de gens qui me demandent pour tout ce qui est suite, comme par exemple ce qu'a Canal+, le suite de Dieudonné. Pareil, ça vous le retrouvez du coup sur son site, d'accord? Comme ça, moins vous êtes au courant, ça c'est Dieu du coup. Vous allez dessus, vous pouvez retrouver tous les suites possibles, et même le t-shirt comme celui-ci. N'hésitez pas à aller directement sur la Diodosphère pour commander vos suites. Il y a plein d'autres choses, DVD, etc. Faites-vous plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui demandent depuis tout à l'heure pour le suite. Donc n'hésitez pas, tout se passe sur la Diodosphère, il n'y a aucun souci là-dessus. Faites-vous plaisir. Ouais, ben c'est ça. Et puis alors, et le film, c'est vrai que ça peut Euh, être. On va le sortir le 25 décembre. C'est aussi une idée de cadeau de Noël. Faites un cadeau. Ça coûte 14 balles et c'est une place de cinéma. Et ben vous offrez le film, le premier film de Dieudo, donc une comédie fait avec l'IA, avec des voix humaines. C'est vraiment c'est une aventure aussi et c'est participer à une aventure unique, quoi. Ouais. il y en a Je beaucoup sais pas qui me trop. demandent que devient Jackie. Jackie, Ouais, c'est alors vrai qu'il y a Jackie, beaucoup. il habite en Bourgogne. Je crois qu'il anime un atelier de théâtre et il élève sa fille. Et puis, ben, il est à la retraite maintenant, hein. Jackie, il avait 10 ans de plus que moi, donc il doit avoir pas loin de 70 ans. Donc, Il est en retraite. voilà, il a bien mérité de se reposer un peu. Et comment ça se fait tes cadeaux? Ben, ça, on s'en fiche. Comment va Plume? La question de trésor. Ah, Plume, elle va bien, Plume. Elle grandit avec son frère Judas, Obeti et Zoa. Ouais, ouais, ils sont en pleine forme. Ça court partout, ça va, c'est Ouais, en ouais, forme. ouais, ouais. Un peu trop des Euh, fois. à un moment de l'écriture, c'est sûr que. Alors, pour toutes Euh, les dates, vous pouvez aller sur alors, Dieudosphère. Là. Vous voyez, bah, vous avez l'affiche. Il y a Clémentine qui a mis l'affiche. Vous allez sur Dieudosphère, vous avez toutes les dates de la tournée. il y en a beaucoup là qui viennent de dire ils ont essayé de te chercher sur YouTube et ils t'ont pas trouvé. Donc du coup, à répéter quand même pour les gens qui viennent d'arriver et que vous cherchez Yodo sur YouTube, malheureusement, il n'est plus sur YouTube pour le moment. Ah, on est... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il est là. On l'a dit, il est là, il est là. Ah, le bal de quenelle, je l'ai dit, il est là. Non, on va espérer que la chaîne YouTube revienne. Et pour le moment, il est sur TikTok, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, Euh, il y a une question là. Que penses-tu des humoristes émergents? Ben, ouais, il y en a beaucoup, alors qui viennent me voir d'ailleurs, hein. Je dois dire que je suis toujours flatté de savoir que j'ai inspiré toute une génération d'humoristes. Ils viennent me le dire, donc c'est déjà bien. Et puis d'autres que je vois. Moi, comme je suis encore sur scène, je n'ai pas toujours le temps de me déplacer, mais là, j'arrive à un âge où je suis dans la transmission, donc je me retourne, je regarde un peu dans le rétro, je regarde ce qui se fait. Donc je pense que il s'auto-censure pour ne pas être dégagé du système. J'ai incarné à moi tout seul l'épouvantail du champ d'expression humoristique. Donc grosso modo, ça veut dire si tu fais des blagues là-dessus, tu vas finir comme Dieudonné. Je crois que c'est Blanche Gardin qui vient d'être comparée. On la compare à moi. ouais. Elle s'est défendue. Elle a dit non, je fais pas une Dieudonnite. Elle a un peu peur. Elle a pas encore compris que de toute façon, c'est Bah là, pas de toute façon, c'est trop tard. Bah non, pas c'est elle trop qui tard. choisit. C'est pas toi qui choisis. C'est
Les antisémites, c'est pas forcément des gens qui n'aiment pas les juifs. C'est des gens que certains juifs n'aiment pas. C'est parce que la plupart des gens qui sont étiquetés d'antisémites aujourd'hui ne le sont pas. C'est des gens qui ont été sensibilisés évidemment au massacre de Gaza et qui disent bah oui c'est un génocide, mais ça ressemble énormément quand même. Et le dire, c'est être antisémite. Non mais faut arrêter. Alors après. Renvoyer le Hamas et Israël dos à dos, alors en disant bon, mais arrêtez de tuer des gens, ça aussi c'est vu comme antisémitisme. Qu'est-ce que je te dis? Le chantage à l'antisémitisme, bon, en tout cas Blanche Gardin est en train de le payer très cher et ça n'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'il y ait un duo qui se fasse entre toi et justement Blanche Gardin. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'elle aurait les couilles? Mais bon, forcément, elle n'a pas de couilles, mais ce qui est normal. La concernant. Ce serait très inquiétant d'ailleurs si elle en avait. Mais bon, je pense que elle a peur. Et puis là, moi, j'ai voyagé. Hein. Moi, je suis un aventurier et en même temps un chercheur, en vrai. Elle a encore quelques convictions politiques que je n'ai absolument plus. Moi, dire je suis de gauche, c'est quelque chose que je peux pas faire. Hein. Et dire je suis de droite non plus. Hein. Donc moi j'ai bien compris que nous avions une fonction qui était bien au-delà de tout ça. Et être de gauche c'est vraiment une escroquerie quand on est un humoriste. Et être de droite, pareil, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on a un rôle à jouer qui est au-delà, qui transcende ce genre de clivage. Mais maintenant, moi je serais heureux de discuter avec elle et de voir. Au contraire, ce serait intéressant vraiment sur l'humour, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre métier, quoi. Et avec quel jeune humoriste tu aimerais faire un duo, si c'est possible? J'en fais un avec Jamel Kaibou, qui est très bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un genre humoristique, l'imitation, que je connaissais mal. Mais c'est vrai que en fait, mélanger cette technique de l'imitation, de talent, à celui de la scène, enfin des personnages, c'est extraordinaire. Confronter un personnage imité à un personnage imaginaire, ça ouvre des portes qui sont extraordinaires. Donc nous, avec Jamel sur scène, on fait une rencontre entre Macron et un chef d'État africain. On pourrait pas le faire. C'est vrai que c'est drôle parce que c'est il y en a un qui essaye de lui vendre le progrès et la gay pride, et puis l'autre qui explique que non, c'est pas possible. Tant qu'il est là, faut le laisser tranquille. Du coup, par rapport à ça, par rapport à tes sketchs, aux sketchs que tu as pu faire, la polémique que tu as pu avoir, tout ça, il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire, même là encore, je vois dans le live, si tu peux expliquer ta demande de pardon, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas bien compris la nuance. Ouais. Alors, pareil, ça confirme un petit peu, enfin, ça va dans le sens de ce que je venais de dire, ma séquence du pardon. Il y a 2 ans maintenant, avec l'aide d'ailleurs de Francis Lalanne, j'ai pu rencontrer en fait des gens avec qui je ne parlais pas. Ce sont des personnes de la communauté juive sionistes. Je n'en connaissais pas. Je veux dire, donc j'étais profondément antisioniste sans avoir eu l'occasion de discuter une fois avec un Israélien, Alors Francis, lui, est sioniste. Enfin, c'est comme ça qu'il se présentait. Donc moi, par curiosité intellectuelle, j'ai dit tiens, ça sera intéressant de parler. Et puis je suis animé par quelque chose de puissant, une inspiration qui est chrétienne. Je suis chrétien culturellement, de père et de mère. Et le pardon est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Et c'est vrai que pardonner, je l'avais déjà fait. Mais demander pardon est quelque chose d'un peu plus difficile. Ça touche un petit peu à une sorte de fierté, non, on ne demande pas pardon, surtout à des gens qui t'ont agressé, parce que moi c'était mon cas. Ah oui. Mais quand on est chrétien et je crois que dans le message de Jésus, il y a cette démarche, c'est demande pardon. Ouais, mais c'est lui qui m'agresse. Oui, mais demande-lui pardon. Tu verras. Et donc j'ai demandé pardon.
J'ai demandé pardon aux gens que j'avais pu, par mon travail, par mes blagues, choquer, heurter. Et donc, ce pardon, il était extrêmement sincère. Mais je n'attendais rien réellement en retour, en réalité. Je ne l'ai pas fait pour quelque chose. Je l'ai fait avant tout pour ne plus être en opposition avec un groupe donné. C'est-à-dire que j'avais mes ennemis attitrés depuis 20 ans. Et je voulais sortir de cette dualité. Et j'y suis parvenu grâce à cette demande de pardon. Alors après, vous avez dans la communauté juive des gens qui sont adeptes du ni pardon ni oubli. Bon, il y en a dans toutes les communautés, hein. Alors, ils ne sont pas chrétiens, donc ils ne sont pas attachés, si tu veux, à cette valeur fondamentale du pardon. Donc je peux le comprendre. Mais lui, par exemple, il ne pardonne pas. J'allais le dire, je voulais pas te couper. Et bon, certainement, il se fait mal à la santé. Alors, parce que pardonner, c'est vraiment lâcher. En fait, tu lâches la pression. Tu n'as plus cette pression en toi. Et donc, ça a très bien fonctionné en ce qui me concerne. Certaines personnes de la communauté juive m'ont laissé entendre que c'était pire que tout, ma demande de pardon. C'était la dernière des agressions, ça n'était pas sincère. T'as des mecs comme Jakubowicz qui veulent te donner des leçons de sincérité. Lui. Non, mais c'est beau. Je dis c'est beau. Alors, toi, tu es sincère? Tu es très sincère? Ah, c'est bon, c'est bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, moi, mais c'était pas pour moi renier mes amis qui étaient eux-mêmes ostracisés. Pas du tout. C'était pas Robert, par exemple. On m'a dit souvent, oui, mais Forisson c'était un ami. Donc après, il a eu son parcours, il a eu ses interrogations. C'est un homme extraordinairement bon. Pour moi, sa place est vraiment auprès des gens les plus attachés à quelque chose, à l'exactitude comme telle que lui la conçoit. Et je trouvais que c'était une personne qui m'a vraiment touché, Robert. Mais voilà, ils m'ont dit non, mais là on peut pas te pardonner parce que Robert Forisson. Oh merde. Mais Robert, vous le connaissez même pas, il est mort maintenant. On peut peut-être respecter les morts. Non, ces gens-là pissent et chient sur sa tombe et sa mémoire. Ce sont les adeptes du ni pardon ni oubli. C'est une mafia qui s'appelle le CRIF et la LICRA, qui sont des porteurs de haine absolue, mais qui ne représentent pas les Juifs de France. Voilà. Ils se cachent derrière les Juifs de France comme un peu d'un bouclier d'éthique, si tu veux, et ils crient au chantage à l'antisémitisme en permanence. Alors que les Juifs de France, ils sont comme vous et moi, et ils sont victimes de ces gens-là, en première ligne. Bon, il faudrait quand même et il y en a de plus en plus des Juifs de France qui viennent voir mes spectacles, qui se mobilisent quand même contre ces gens-là de manière un peu plus radicale, en disant « nous n'avons rien à voir avec eux ». C'est vrai, parce que j'ai eu beaucoup de personnes là, qui sont venues sur mes lives au moment où justement tu avais demandé pardon, et qui m'ont demandé un petit peu mon avis par rapport à ça, et j'ai discuté un peu plus tard en privé avec quelqu'un qui était vraiment intéressé à ton cas, et qui m'a posé la question, il m'a dit « mais pourquoi est-ce qu'il demande pardon pour des blagues ? Tu es humoriste, ton but à toi, c'est de choquer. Un humoriste, son travail, c'est de choquer un petit peu pour faire marrer les gens, quoi. Et lui, en fait, il comprenait pas pourquoi demander pardon pour des blagues. Si les gens n'ont pas de deuxième degré en humour, c'est pas ton problème quelque part, tu vois. Et c'est vrai qu'il est pas totalement. C'est vrai qu'on pouvait s'interroger, mais le pardon, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous pousse à une humilité, à un recul sur soi, à une forme de dérision. Déjà, rire de soi, c'est important, mais réussir à demander pardon à des gens qui vous ont agressé. C'est vrai. C'est quelque chose de... Dans la vie. Oui, Jésus nous invite à cela, et je trouve que Jésus m'inspire. Alors, je ne me reconnais pas dans ceux qui prétendent parler en son nom. Ça m'énerve. Quand j'ai vu l'inauguration de Notre-Dame de Paris avec tous les marchands du temple à l'intérieur et Macron qui nous parle de Notre-Dame de Paris sans aborder une seule fois l'inspiration de Jésus ou de Marie. Enfin, moi, ça me paraît complètement hallucinant. Pour lui, c'est l'endroit où on a décoré Napoléon et Marie-Antoinette. Enfin, pour moi, c'est choquant. On vit pas dans le même monde.
cette société, elle a une culture chrétienne. Et pourquoi? Parce que il y a quelque chose de magnifique dans cette culture, quelque chose qui relie les peuples. Moi, on vient du Cameroun, d'Afrique centrale, on est arrivé à cette culture chrétienne par ce message, par cette inspiration-là, qui est une inspiration qui ne reconnaît plus les frontières, les races, les religions, tout ça. Et c'est pour ça que de se dire chrétien, d'ailleurs, c'est un problème parce que Jésus n'était pas chrétien. Et il disait simplement, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de romains, c'est fini. Et c'est pour ça que moi, Jésus ressemblait à quelqu'un qui est, quand oui, qui a ouvert la porte à l'universel, en fait. Et il y a des gens qui ont récupéré cette parole et qui ont pris un drapeau. Mais non. Jésus, il avait plus de drapeau, il y avait plus, Jésus n'était pas chrétien. Voilà. Et bon, moi, par contre, il était extrêmement inspirant. Et plus on vieillit, et plus on se dit, putain, la vache, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je ressens, quoi. Du coup, par rapport à ça, là, j'en vois quelques-uns qui demandent si du coup ça va mieux avec Élie. Ah, voilà. Oui, ça va. J'étais en train de dire. Non, avec Élie, ça va. Élie, c'est mon pote d'enfance. Voilà. Donc, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les souvenirs que nous avons ensemble, c'est les premières scènes, c'est la sortie de l'enfance, et puis on n'a jamais eu de problème énorme ensemble. Il n'y a pas eu de guerre. On n'a pas eu, tiens, il m'a volé ma copine. Il n'y a pas eu tout ça. On a toujours été des copains. Après, il y a eu le côté politique. Élie est sioniste. Et moi, j'étais anti-sioniste. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de problème parce que je veux sortir de cette dualité sioniste-anti-sioniste. Je sais qu'il existe des gens très bien en Israël. Avec qui j'ai parlé, moi. Et je reste évidemment profondément lié aux Libanais et aux Palestiniens et aux Gazaouis. Aïe. On fait pas 20 ans de route avec des gens mais là, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont envie de se tuer maintenant. Et c'est vrai, après ce qui s'est passé à Gaza, après le 7 octobre, les gens ont envie d'en découdre. Et là, que faire? Et que faire si ce n'est, même si c'est très en avance ce que je dis et que c'est inaudible, mais imaginez le chemin du pardon. Il existe, il est là. Il faudra pardonner. Mais il faut être un peu fou et un peu artiste peut-être, possible. Plus souvent plus facile d'être orgueilleux que pardonner. Ouais, l'homme est orgueilleux, l'homme est con, hein. Il est quand même profondément con, hein. Alors, regardez ce qui se passe là entre ce qu'on essaye de nous dire, d'aller faire la guerre maintenant, de faire une armée européenne, 800 milliards pour 5% du budget, faire des armes pour aller tuer. Là, pareil, là, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce qu'il y en a un qui a marqué, donc il faudrait faire disparaître Israël. Mais le problème, c'est pas le problème d'Israël, en fait, c'est pas le problème des Juifs, en fait. C'est ce qu'il explique depuis tout à l'heure. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas un problème, c'est tout ce qui est au-dessus de eux qui se font passer pour des gens bien qui, au final, sont des enculés. Oui, c'est ça. Et puis c'est Israël, c'est comme l'Afrique du Sud et l'apartheid. C'était pas l'Afrique du Sud qui devait disparaître. Voilà, c'est un système qui doit disparaître. Et je pense que le mot Israël va certainement disparaître. Il y aura un autre mot, comme Marine Le Pen a changé le nom de son parti. On entend un nouveau concept pour que tout le monde, parce que là, Israël, c'est un drapeau qui est malheureusement, il y a trop de sang là. Je vois pas comment les gens de Gaza vont pouvoir oublier ce qui s'est passé là. De la même façon que le drapeau palestinien ne pourra pas être celui du Hamas, parce que trop de gens après le 7 octobre ont associé ce mouvement à l'horreur et à la terreur, et très justement d'ailleurs, c'était horrible. Mais bon, ce qui s'est passé en contrepartie était alors là l'ordre de l'innommable.
C'est-à-dire que si on peut pas nommer le 7 octobre, alors à Gaza, le massacre, même le mot génocide, on n'a pas le droit d'en parler. Là, ils veulent maintenant déporter les Gazaouis. Mais on ne peut pas employer le mot déporter. Merde. Mais c'est quand même, comment on appelle ça? Déplacer. Ah, d'accord. Ouais, ils essayent d'adoucir la chose, comme on dit, quoi. C'est ça. C'est On ça. déplace. Oui, puis si tu veux, il y a toujours ce monopole des mots et du poids des mots. On a mis 20 ans à construire le mot déporté. C'est pas pour le donner à des bougnoules. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est vrai. C'est pas. D'ailleurs, on a refusé le mot déporté aux Africains. Et il y a un camarade antillais, Claude Issiard, qui s'est énervé l'autre jour parce que il disait, on a déporté les Africains. Puis il y a un homme qui dit non, vous pouvez pas dire le mot déporté. Ah, merde. Moi, je suis antillais. Je dis on m'a déporté d'Afrique. Non, on n'a pas le droit. Merde. Ah, d'accord. Et c'est cette gestion, si tu veux, de l'unicité de la souffrance, de la compétition victimaire, qui a été installée dans les manuels scolaires, qui refait surface. Et là, on revoit là en ce moment avec à Gaza cette hiérarchisation des souffrances qu'on ressent dans les médias. C'est-à-dire qu'à aucun moment on parle de ce qui se passe à Gaza. C'est quand même incroyable. Et alors qu'en Israël, ils en parlent. Il y a des mouvements qui disent arrêtez, stop. Mais en France, on n'a pas le droit parce qu'il y a une mafia en France. Ouais, je sais. Il a dû. Du coup, oui. Alors, je sais pas combien de temps il va prendre. Ça me proposait même de le supprimer. À moins qu'il peut peut-être reprendre sur chez toi, Clémentine. Si tu peux réactiver ton micro et ta caméra, sinon, pire. Reprendre le dos. Ouais. C'est quoi, il s'est fait battre du coup? Ouais, parce que ça m'a même demandé si je voulais le supprimer. Ah oui, donc il s'est fait ban, ouais. Ouais, ça a fait strike. Ouais, il faudra voir combien de temps est-ce qu'il a pris. La plupart du temps, les premiers bans, c'est 3 minutes, 5 minutes. Donc ça devrait aller, normalement. C'est qui les On va attendre enculés 2-3 minutes avant qu'ils reviennent sur. C'est qui les sur bâtards là, qui Clémentine. l'ont signalé là? Ouais. Ah, on fait d'habitude, on fait 1 heure. On a tenté 1 heure et demie. Bah, 1h17. Là, il est 22h17, t'as les enculés qui débarquent. Oh non, mais voilà, après c'est. Hein, ah, bougez pas, il va revenir, bougez pas. Ah ouais, bah c'est incroyable. Il y a toujours des trous du cul qui viennent pour casser les couilles. Non, mais c'est ça, et c'est ce que je dis là, en règle générale, pendant les lives ou entre les lives, c'est que si vous n'aimez pas une personne, swipez. Il y a d'autres gens, il y a d'autres gueules, donc swipez, arrêtez de signaler bêtement pour rien alors que vous savez très bien que vous n'allez pas rester. Vous aimez pas une personne, vous swipez, arrêtez de faire les cons, quoi. C'est toujours la même chose, hein, de toute façon. On Ah, peut mais faire pas des ne bougez pas, il revient. Ne bougez pas. Je vois que vous êtes Macron là-bas. Vous énervez pas, ça Ouais, va bien se voilà. passer. Non, laisse Macron, arrête tes conneries, il va y avoir des problèmes. Là. Vous énervez pas, ça va bien se passer. Non, laisse Macron. Bon, ben les gars, vous avez vu ça ou pas? En direct, hein. Il faut voir combien de temps. Ben ils nous ont. Voilà, et vous avez remarqué sur quel sujet, évidemment? Eh ben oui, pile poil dessus, hein. On est Voilà, d'accord. pile poil. Donc voilà, on ne peut pas parler de ce sujet-là, et là on vient de nous le prouver encore une fois. La censure, elle est là, mais voyez, regardez, c'est pas possible, ils ne pourront pas. Alors ils vont peut-être encore essayer de nous faire quelque chose, mais c'est intéressant. Et bravo en tout cas, parce que c'est une démonstration en direct. C'est ça. De la censure, voilà, magnifique. Là, Qu'est-ce qu'il y avait de marqué d'ailleurs? J'ai pas. Raconte-nous. Alors en fait, moi ça m'a proposé carrément de te supprimer du live en fait, et le voilà. temps que j'appuie sur annuler, t'étais déjà parti. Alors il y a marqué, il y a marqué, je sais pas si vous live voyez. restreint, ouais. Live restreint. Ah, c'est un truc. Donc le live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Motif, discours et comportement haineux. Merde. Ouais, alors c'est même pour tes sketchs, c'est souvent quand je me fais strike de tes sketchs, c'est souvent cette raison-là qui revient à chaque fois.
Ouais. Alors, Alors, je te soyons rassure, clairs. c'est pas très long. C'est 5-10 Stop. minutes normalement de Ouais, live. ouais, stop à la haine. Hein. Il ne faut pas se haïr, mais il faut se parler. Il faut se dire les choses. Ouais, ouais. La mafia française. Ah bah, on savait pas Il que me tu étais fait là ce soir. criffer. Ah ouais, merde. Ouais, ouais. Ils se sont invités, les gars. Ils se sont fait plaisir. Je me suis fait criffer, merde. Eh ben, Il y en a un qui a marqué le Mossad en roue libre. justement, par rapport à ça, bon, vu qu'on est anti-haine, justement, il y en a un qui me marquait tout à l'heure. Tu crois que l'amour peut prendre l'ascendant sur leur programmation mentale? Oui. Oui, oui. Là, c'est d'ailleurs le message principal de Jésus. C'est ça. C'est-à-dire que le pardon est accéder à une paix intérieure qui s'appelle l'amour éternel. C'est-à-dire que il est parvenu à cet état, et c'est cet état, et il nous donne le chemin. D'ailleurs, il le dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière. En fait, c'est suivez-moi, aimez-vous les uns les autres, pardonnez. C'est difficile à comprendre. Et moi-même, à 60 ans, des fois, j'ai du mal. Mais enfin, j'ai toujours du mal. Mais plus ça va et plus je me dis, mais c'est vrai. Et je me sens tellement mieux depuis que j'ai eu cette séquence du pardon. C'est tellement plus facile pour moi. Vous voyez, là, les gens qui m'ont censuré aujourd'hui, moi, je leur pardonne. Mais sincèrement, c'est-à-dire, je fais pas ça par effet de manche, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont enfermés dans leur certitude, et ils parlent de discours haineux, mais c'est eux qui sont porteurs de haine, une haine, mais qu'ils ne voient pas. Ils s'en sont. C'est terrible. C'est pitoyable parce que c'est un parcours à la fin qui va droit dans le mur. J'en suis persuadé. Comme Israël va droit dans le mur. C'est trop de haine, trop. Ah oui. Non, mais c'est surtout que c'est assez drôle parce qu'ils te disent que ça pourrait choquer certaines personnes, mais au final, vous êtes 1500 sur le live. Dites-moi s'il y en a un qui est choqué des propos je pense qu'il y en a aucun qui a été choqué. Donc c'est vraiment des gens qui sont de passage, ils te voient, ils signalent ils signalent le live, et hop, et c'est parti quoi. Ouais. La haine aveugle à l'amour. C'est intéressant parce que Musk a tenté d'ouvrir les vannes. Ouais. Mais on voit qu'ils essayent par là sur TikTok. Ouais, je pense que c'est TikTok France qui essaye de mettre de mettre une censure, d'installer une censure. Alors Oui. que si les gens sont pas contents, ben ils s'en vont. Exactement. C'est ce que je disais quand tu étais pas là. Hein. Ouais. Voilà, tu fais swipe. Hein. Il y a plein de gens à voir sur TikTok. Et puis sur cette dimension d'incitation à la haine ou quoi que ce soit, si une personne s'est sentie blessée, heurtée, mais sincèrement, malgré nous, parce que moi j'ai pas voulu le faire, et je pense qu'on est tous désolés pour lui, parce que il aurait fallu qu'il vienne parler avec nous, et il se serait aperçu qu'en réalité on cherche au contraire à installer un débat, des passerelles avec des gens, mais bon, c'est un petit peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Là, il y a en ce moment, il y a une armée française qui tire sur des Kanaks qui sont chez eux, alors que les Français sont pas chez eux, et ils les traitent de racistes. Non mais c'est extraordinaire. Raciste. C'est magnifique. Et c'est-à-dire que on ne peut plus parler, enfin on ne peut plus dire la vérité. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Sans haine. Mais ce qui est drôle, c'est quand on te parle constamment de liberté d'expression, tu sais. Tout le temps. Sur de la liberté, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a la preuve ce soir. Tu dis quelque chose qui froisse un petit peu, voilà, tout de suite on essaie de te la boucler, alors que non, pour moi, il n'y a pas de liberté d'expression. La preuve. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux ou de dire ce que tu ressens. Faut pas, et en plus de ça, surtout sur TikTok. Maintenant, ils ont installé des mots-clés. C'est comme ça qu'ils appellent les choses. Ils ont mis des mots interdits de dire. Tu vois. Et du coup, tu dis 2-3 fois le même mot, tu vas te faire ban par exemple, tu vois. Alors que je comprends pas, c'est des trucs normalement de liberté d'expression, t'es censé être libre de dire ce que tu veux dire, enfin ce que tu veux dire, est-ce que tu veux. Et en rien, tu vas inciter les gens. Tu dis un peu, voilà, tu dis ce que toi tu ressens, ce que toi tu vois. Donc il y a rien de mal là-dedans, tu vois. Bon. Il me semble. Ouais. Il y a un Camerounais qui m'a dit à l'ombre,
Mbambalou, à Lumbam, je lui réponds. Il me disait bonsoir, bonne nuit, et donc je lui réponds. Akwab et Wundo. Ben, c'est bien aussi, parce que là, on est dans le monde entier, c'est ça qui est extraordinaire. Et comment se fait-il qu'on puisse, qu'il y ait une personne qui vient dire, là, qui vient me couper la parole? Qui est cette personne? Tu le sauras pas. On ne le saura pas. Tu le sauras pas. Il est déjà parti. Je suis sûr qu'il est déjà parti. Il est passé. T'as vu? Hop là, tac. Il en faut 5. Hein. Il faut Et 5. vu que c'est une intelligence artificielle qui regarde un peu s'il y a eu vraiment des mots de haine ou pas, bah c'est un coup sur 2 que ça marche, quoi. Ça fonctionne. Donc, il guette mes interventions, puis hop, il débarque à 5, et allez, tac, c'est bon. Ouais, mais c'est ça. Okay. Des collabos. Oui. Ah, t'as tout dit. Ouais, c'est des. Même moi là, hein, pendant 2-3 minutes, je voyais plus les coms et ils ont même essayé de faire fermer l'appli. J'ai dû appuyer 2-3 fois pour que ça bug pas. C'est reparti là apparemment, mais ça a failli sauter. Ouais. Écoute, c'est intéressant dans ce live, c'est qu'on a une démonstration en direct, eh bien du champ d'expression sur TikTok. Il y a une lutte pour que à un moment donné, ce qu'on vient de dire, ce qu'on a pu dire, eh ben ne puisse pas se dire. Alors qu'on a dit que des choses, à mon avis, qui sont bienveillantes et qui sont des mains tendues pour discuter. Mais on est face à ces associations de la haine là, qui sont dans le ni pardon ni oubli. Ce sont des gens qui n'ont pas cette culture chrétienne qu'on peut peut-être avoir. Je sais que dans l'islam aussi ça existe, le sens du pardon. Oh là oui. Et je crois que ne pas avoir ce sens-là, c'est terrible, quoi. Ouais. Ça m'a donné envie de manger du fromage. Bon app à toi. Bah, du coup, en plus, je vois qu'il est quasiment l'heure et vu qu'on n'est pas loin de se faire strike, je pense que je vais te laisser le mot de la fin pour ce live si tu as quelque chose à dire pour les abonnés. Ouais, bah écoutez, moi j'ai été très content. Je pense que c'était un très bon live. Et puis le hasard des choses, hein, c'est-à-dire que par nos adversaires, enfin les adversaires de la liberté d'expression, on a démontré en fait qu'on ne peut pas arrêter une expression populaire. C'est impossible. Ils peuvent essayer une fois comme ça et là ils m'ont supprimé pendant quelques secondes et puis je suis revenu et ça ne sert à rien. C'est un combat qui est vain. On n'arrête pas le rire, en tout cas, c'est comme le vent. On n'arrête pas le vent. Voilà. Et c'est un petit peu la conclusion que j'aurais envie de dire. Ceux qui sont en face de nous, qui sont des gens haineux, le CRIF, la LICRA, toutes ces associations de la haine, si vous voulez, qui organisent la censure par leur argent, eh bien, ils n'arrivent pas à nous démobiliser et on vaincra, on gagnera. Même si je me situe au-dessus de tout ça maintenant, mais c'est un combat pour la liberté individuelle, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas diriger nos vies. C'est pas possible. Voilà. Exactement. Et on a là, je pense qu'ils s'attendaient pas au compte de secours. Et on a la preuve que ça fait partie du monde entier, puisqu'il y a quelqu'un du Québec qui vient de te dire bonsoir, Dieu. Ouais. Québec. Hey, tabarouette, écoute ça, j'aimerais venir au Québec, puis dans pas longtemps, là, puis pour faire rire un peu tout ça. Puis dans le Grand Nord, j'ai envie d'aller faire rire dans le Grand Nord. Parce que je sais que les Américains veulent vous choper, là. Défendez-vous, tabernacle. Ne laissez pas faire. C'est pas de me dire mon sang, Chris, tout ça. Mais ça m'énerve. De Belgique aussi. Il y a du monde qui est là. Merci en tout cas d'avoir été là à la famille ce soir. Ouais, on était encore nombreux ce soir, formidable. Bah écoutez, on se dit, on fait ça régulièrement maintenant. Hein. Dès qu'on peut, on se lance. Et du coup, bah toi, on te dit bonne chance pour demain matin. Du coup. Ouais. Oui, parce que demain matin, deuxième interview, allez hop. Ouais, demain matin, donc bah ouais, ça va être extraordinaire parce que c'est mon grand retour. Donc demain matin, 10h. Ouais, 10h, c'est un média mainstream, donc ça va être extraordinaire. Ça a déjà été enregistré, hein, mais bon, bonne chance quand même. On va voir comment. Si je vais pas être striké. Allez, deux fois de suite, quoi. Bon, ça va refaire les 5 millions, ça va. Il y a de en tout cas, bah, merci Dieudo d'avoir été encore avec nous sur ce live.
Bon, bah écoute, Et puis, bah, en espérant que la chaîne résiste, puis Elle a pas sauté. Tout va bien. j'espère. On va couper avant Ouais, que moi, ça c'est un saute. travail de tous les jours aussi pour essayer de la garder. Mais... ouais. Bon, ben merci pour ce travail justement, et puis je vous dis à bientôt. Il est 22h30, donc. Pile poil. Hello. Repose-toi À bien. bientôt. Ouais, merci. La famille, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Dieudonné officiel, puis au compte de Clémentine que vous venez de voir juste avant, au cas où, si jamais par la suite ça doit à nouveau sauter, ça peut arriver. Hein, là, vous avez la preuve ce soir, ça a sauté, donc voilà. Merci à toi, mon Jérém. Bah ouais, merci à toi. Et je vais même rajouter pareil. Moi, j'ai un deuxième compte de secours Quenel Plus, avec une photo de Diodo aussi, pareil, si un jour celui-ci tombe. Et pour la rediffusion de ce live, ça sera sur le YouTube de Rag TV. Vous enlevez Juste le là. point et vous aurez la rediffusion du live complet. N'hésitez D'ailleurs, pas je à t'envoie vous ça dès que je peux. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Donc, Et je vous balance ça très rapidement. Bon, le live dure 1h30, donc le temps que ça doit se faire, je vais essayer de le faire demain. Ça sera posté, logiquement, si tout va bien, début de semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. eh ben, bonne soirée, Rag. Bonne soirée à toi. Abonnez-vous, la famille, faites-vous plaisir. Des bisous à tous, prenez soin de vous. Et à très vite, la famille. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée tout le monde. Ciao.